on poursuit avec l'analyse de Xavier Van Lierde. Bonjour et merci d'être avec nous. Comme d'habitude, Richard de Sèze participe également à cet entretien. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de la campagne anglaise, n'en déplaise à Richard de Sèze, puisque cette dernière semble aujourd'hui menacée. Dites-nous tout, Xavier Van Lierde. Eh bien oui, Liselotte, j'ai décidé de vous parler de la campagne anglaise parce que pour une raison inexplicable, mais qui doit certainement tenir à des lectures adolescentes, j'ai toujours eu pour la campagne anglaise une sorte de grande tendresse. Avec ses villages paisibles, ses cottages fleuris, ses salons bien ordonnés pour le thé de l'après-midi, ses promenades dans les chemins creux, ses prairies verdoyantes, toutes dessinées de haies de la campagne anglaise, m'est toujours apparue comme une sorte de refuge, en marge des tumultes du monde et peut-être même en marge du temps. Alors j'ai bien conscience évidemment que tout ça relève un peu d'image d'Épinal, mais c'est ainsi. J'ai toujours trouvé la campagne anglaise, comment dire, aimable. Aimable parce que stable et immuable, un peu comme une maison de campagne, une demeure familiale, un foyer où se ressourcer. Mais voyez-vous, Liselotte, tout le monde ne porte pas sur cet univers le même regard aimant. Ainsi, il y a un peu plus d'un an, le vénérable Fitzwilliam Museum, qui est un musée qui dépend de l'université de Cambridge, avait décidé de modifier la signalétique de la galerie qu'il consacrait aux peintures représentant justement la campagne anglaise. Et cette signalétique ne se contentait pas de décrire les œuvres ou de multiplier les références à leurs auteurs, elle mettait en garde contre les mauvaises pensées que pouvait faire naître chez le visiteur la contemplation des peintures exposées. On pouvait notamment y lire que les paysages ruraux, les collines, les champs, les haies, les chemins creux peuvent susciter chez le visiteur un sentiment de fierté nationale ayant un côté sombre. Alors pourquoi ? Parce qu'il impliquerait, je cite, que seuls ceux qui ont un lien historique avec la terre auraient le droit d'y appartenir. Un cartel expliquait ainsi que les peintures montrant des collines anglaises ondoyantes peuvent renforcer la loyauté et la fierté envers une patrie, avant d'ajouter que cette loyauté est bien sûr problématique. Alors vous l'avez compris, pour les concepteurs de cette exposition, les haies sont en fait d'insupportables frontières qui expriment l'exclusion et tous les chemins creux mènent au racisme. Et voilà pourquoi, comme l'expliquait le directeur du musée, il était nécessaire, et je le cite, de promouvoir une façon plus inclusive de raconter l'histoire de l'art et l'histoire des campagnes anglaises. Et de la sorte, il inventait aussi une nouvelle façon de regarder l'art, non plus avec émerveillement, mais avec suspicion, en la soumettant en quelque sorte à la question, en la mettant en accusation. Avant, on allait au musée pour contempler, maintenant, on y irait donc pour faire son examen de conscience et pour juger et corriger. Or, désormais, ce soupçon, voyez-vous, ce soupçon à l'égard de la campagne, ne s'arrête plus au musée. Il irrigue désormais toute l'action publique et concerne non plus les peintures de la campagne, mais la campagne elle-même. Ce n'est plus le regard porté sur la campagne qui serait coupable, mais la campagne elle-même. Et c'est là le véritable sujet de cette chronique. 2 rapports commandés par le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et qui viennent de décider, comme ça, brutalement, que la campagne britannique serait, je cite, trop blanche et trop classe moyenne, si bien qu'elle risquerait de devenir, je cite encore, non pertinente dans une société multiculturelle. Et pour qu'elle retrouve sa pertinence, donc, son droit à exister, donc, eh bien, il faudrait la corriger en faisant en sorte qu'elle devienne, donc, plus inclusive. Et comme nous sommes là dans des rapports administratifs, c'est pas juste l'expression d'un vœu pieux, je m'explique bien. C'est une réforme portée par l'État, avec un plan, des mesures à mettre en œuvre, des règles à respecter, des objectifs à atteindre, des indicateurs à reporter. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Eh bien, les National Landscape, qui sont en fait l'équivalent britannique des parcs naturels français, ont été enjoints de mettre en œuvre des plans d'action visant à mener à bien ce changement pour faire en sorte d'attirer davantage de populations aujourd'hui sous-représentées dans les campagnes. Alors cela passe par des campagnes de communication ciblées, des documents traduits dans des langues communautaires, comprenez l'arabe, le pakistanais, le pachto afghan et j'en passe, et bien sûr aussi par le recrutement de personnel plus diversifié. Mais aussi, et c'est là que les choses deviennent réellement révélatrices, par une remise en cause des pratiques ordinaires de la vie rurale. Les rapports expliquent ainsi benoîtement que les minorités ethniques seraient dissuadées de visiter la campagne à cause des chiens laissés en liberté. Et oui, parce qu'ils ont une sorte de tradition culturelle d'avoir peur des toutous. Ou encore que les pubs traditionnels, associés à une culture de l'alcool et à une sociabilité jugée trop blanche, contribueraient à un sentiment d'exclusion, notamment chez les musulmans pakistanais ou bangladais. Ainsi, la campagne est sommée de se réformer non seulement dans son discours, mais dans ses habitudes les plus banales,
ses chiens, ses pubs, ses usages, son atmosphère en somme. Et donc c'est une politique de transformation identitaire où le peuple natif est sommé de se réformer pour ne pas heurter la sensibilité des nouveaux arrivants. C'est ni plus ni moins en fait une politique d'assimilation inversée portée par l'État, autrement dit un processus de colonisation déterminé, puisque la culture du nouvel arrivant doit, dans ce schéma, primer sur celle du Britannique de souche, et ce, jusqu'au fin fond des campagnes, jusque dans les coins les plus reculés et autrefois les plus protégés de Grande-Bretagne. Il faut ici insister sur un point qui révèle, semble-t-il, la radicalité du projet et du retournement qu'il constitue. Je l'ai dit, ce plan sera porté par les National Landscape, qui sont donc l'équivalent britannique des parcs naturels français. Autrefois, ces institutions portaient le joli nom de territoire de beauté naturelle exceptionnelle. Et ce nom exprimait très bien la mission qui leur était dévolue, la préservation des paysages, la protection des équilibres écologiques et la valorisation du patrimoine rural. Autrement dit, la mission consistait à préserver. Alors qu'aujourd'hui, la nouvelle mission qui leur est assignée est au contraire de réformer, transformer. L'ancienne démarche exprimait une gratitude à l'égard d'un héritage à conserver et à transmettre le plus intact possible, tandis que la nouvelle démarche exprime le ressentiment et la volonté de se délester de cet héritage, devenu, comme l'explique le ministère, inapproprié. La première démarche était donc empreinte d'humilité, puisqu'il s'agissait avant tout de s'empêcher, tandis que la seconde est prétentieuse et orgueilleuse, puisqu'elle consiste à penser que des normes idéologiques forgées dans les départements ministériels doivent primer et s'imposer pour corriger le réel dans une implacable planification. L'ancienne démarche exprimait donc une gratitude, la nouvelle dégouline de ressentiment. L'ancienne démarche était un ressentiment, un remerciement, la nouvelle n'est qu'une revendication. La campagne devient ainsi donc un espace à corriger parce qu'elle n'entre pas spontanément dans ces cadres abstraits. Mais la campagne anglaise, et c'est là l'angle mort de cette analyse, n'est pas un dispositif social, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une politique publique, c'est un lieu lent façonné par des siècles d'usage, des silences, des labeurs, des continuités. Alors, au fond, ce que ça révèle cette affaire, ce n'est pas seulement l'obsession multiculturelle des élites contemporaines, ce n'est pas seulement la haine de soi qui les tenaille, ce n'est pas seulement le racisme anti-blanc par lequel elles sont mues. Ce que cette affaire révèle encore plus profondément, c'est une incapacité profonde à l'émerveillement. La pensée dite woke ne sait pas regarder sans soupçon, elle ne sait pas aimer sans se méfier, elle ne sait pas contempler sans déconstruire. Pour elle, la beauté est déjà coupable, le silence est suspect, la continuité est toujours une domination qui se perpétue. Tout, absolument tout doit être traduit dans le langage du ressentiment. Et il y a là quelque chose en réalité de profondément triste dans cette pensée, dans cette époque, qui ne sait plus regarder un paysage sans y projeter ses obsessions. C'est triste, mais c'est aussi révélateur. Car une pensée incapable d'émerveillement est en réalité une pensée qui a déjà renoncé à aimer. Et une pensée qui ne sait plus aimer, ce qui est une campagne, un tableau, une tradition, finit toujours par vouloir la corriger, la neutraliser, l'effacer. La campagne anglaise, tout comme la campagne française d'ailleurs, ou la campagne italienne ou flamande, n'a pas besoin de s'excuser d'exister. Elle n'a pas besoin d'être rééduquée. Elle demande simplement qu'on la regarde encore, sans mode d'emploi, avec gratitude et peut-être même avec un peu d'humilité. Au fond, ce qui se joue ici dépasse largement la campagne anglaise, ses haies, ses pubs ou ses chiens, ses habitants non conformes parce que trop blancs. Ce qui se joue, c'est la haine froide de tout ce qui existe sans demander la permission. La pensée woke ne supporte pas ce qui précède, ce qui dure, ce qui n'est pas construit par ou pour elle. Elle ne sait habiter que des espaces normés, vidés de toute épaisseur, des lieux sans histoire et sans mémoire, et donc sans résistance, sans profondeur, ni bien sûr sans poésie. Alors elle appelle ça de l'inclusion, mais il s'agit en réalité d'une neutralisation et d'un désenchantement méthodique du monde. Le philosophe britannique Roger Scruton l'avait compris mieux que beaucoup d'autres. Une civilisation, disait-il, qui ne sait plus voir dans un paysage une demeure, finit toujours par traiter comme un problème. Et une société qui soupçonne la beauté d'être coupable n'est pas une société plus juste, c'est une société tout simplement fatiguée de vivre. Car au bout du compte, ce que l'on reproche à la campagne anglaise et à la société anglaise tout entière et aux sociétés européennes tout entières, c'est simplement d'être encore elle-même. Voilà pourquoi cette affaire brosse aussi en creux, pour terminer sur une note plus positive, ce que devrait être une véritable attitude identitaire. Certes, refuser de s'excuser d'exister, certes, exprimer aussi une fierté, mais une fierté d'un type très particulier, en ceci qu'elle doit être non un orgueil, mais une humilité, l'expression d'une révérence, d'une gratitude.
et surtout une capacité à s'émerveiller, une manière aimable de regarder et d'habiter le monde. Et je crois d'ailleurs c'est ce qui ferait la véritable force du discours identitaire, ce qui fait en réalité sa véritable force, sa capacité à nous protéger de l'aigreur et du ressentiment pour nous réconcilier avec notre terre, avec notre histoire, par sa capacité à créer quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie en réalité. Voilà ce que nous devons retrouver euh, face à cette offensive absolument délirante qui prend pour cible cette campagne anglaise et qui est comme une allégorie et une élégie de tout ce qu'il peut y avoir de plus aimable en ce bas monde. Merci Xavier Van Lierde pour cette chronique. On en discute avec Richard de Sèze. On peut avoir une comparaison en France avec récemment cette association qui se charge d'organiser des banquets dans les villes et villages de province et qui vise à rassembler les gens justement en buvant du vin. Ils font des cochons à la broche et puis ils chantent les chansons du répertoire français d'il y a 150 ans comme des années 80. Et ils ont été visés par des plaintes pour racisme, ce genre de choses. Et en fait, ce qui ressortait, c'est qu'ils incarnaient un peu trop cette image qu'on peut avoir du banquet traditionnel gaulois. Et c'était déjà quelque chose d'insupportable. Et donc, en fait, on remarque que même dans les détails qui auraient pu sembler les plus insignifiants de nos vies, la façon dont on mange, la campagne dans laquelle on va se promener, un chien sur le bord de la route, en fait, on retrouve ces marqueurs identitaires, là où pendant des années, on nous expliquait qu'en réalité, l'identité, c'était un fantasme, puis quelque chose d'extrêmement mouvant, abstrait, et auquel il fallait pas du tout se rattacher. Au moins, on semble se mettre petit à petit d'accord avec la gauche. Oui, les deux exemples effectivement sont liés. Tout ce qui est transmission, tout ce qui est héritage leur est tout simplement insupportable. Alors ici, en l'occurrence, les banquets sont déjà, à mon sens, quelque chose qui tient de la réaction identitaire, de la volonté de rebâtir ce qui a été détruit. Mais bon, pourquoi pas, hein, j'y suis favorable, je trouve ça très sympathique. Mais on voit que la hargne voilà, des gouvernements infestés par la pensée woke va jusqu'à quand même s'en prendre aux chiens pas tenus en laisse, si vous voulez. Donc on est dans un univers totalement délirant où tout doit disparaître. Voilà. C'est une entreprise de destruction à laquelle rien, même ce qui est le plus anodin, ne doit échapper. Alors, je voudrais d'abord dire que... Ce qui me semble le plus fabuleux quand même, c'est lorsqu'on explique que les campagnes deviennent inappropriées dans une société devenue multiculturelle. Ça signifie que l'étalon, c'est la nouvelle société. C'est-à-dire que c'est devenu... Tout doit être jugé à l'aune du degré de multiculturalité. Et tout ce qui c'est donc c'est une nouvelle règle à laquelle il faut se conformer. C'est quand même une entreprise absolument fascinante. Je voudrais souligner d'une part que les élites anglaises ont toujours été en guerre contre leur peuple et que ce projet absolument délirant et évidemment idéologiquement vicieux qui consiste à faire disparaître les pubs et à faire tenir les chiens en laisse au profit des Pakistanais qui auront fui les banlieues ouvrières dans lesquelles ils ne sont plus désirés est évidemment quelque chose d'abominable. Mais en même temps, voilà, les élites anglaises nous ont habitués à faire en sorte d'exproprier les paysans, de spolier leurs terres, d'abattre leurs maisons, de les affamer et d'une manière générale d'éradiquer les coutumes pour y installer un England way of life fait de vieilles dames buvant du thé tout en massacrant leurs voisins à coups de poison. Mais il y a... qu'on a eu la même lecture en réalité, mais voilà, on n'a pas eu la même lecture justement. Voilà. Et il y a une perversité inscrite au cœur de l'âme londonienne et de l'âme anglaise à l'encontre de tout ce qui n'est pas cette espèce de moyenne bourgeoisie devenue impérateur du monde. Il y a surtout, je trouve, chez ces wokistes, une manière de tenir
les deux bouts de la chaîne sans se rendre compte de la contradiction qu'ils représentent. D'un côté, on nous explique que les campagnes anglaises et donc les campagnes françaises sont un repère de réaction abominable, et de l'autre côté, il ne se passe pas un jour sans qu'un collectif féministe nous explique qu'elles ont redécouvert, avec des cris de ravissement et des pépiments d'oiseaux, la manière dont les paysannes dans tel canton du Valais ou dans tel bourg de la Bresse avaient l'habitude de siffler pour appeler leurs vaches. Et donc, c'est un savoir-faire paysan et féminin en passe d'être éteint. Et donc, il importe que des femmes aux cheveux bleus viennent recueillir les derniers sifflements sur les lèvres mourantes des vieillardes expédiées à l'EHPAD pour maintenir, en fait, ce trésor culturel. Qui est l'équivalent, en gros, d'un opéra de Rameau et de quelques concertos de Bach pour faire bon poids. Et d'un côté, évidemment, on est absolument ravis que les vachères du Valais aient une manière de siffler qui permettent à leurs vaches de les repérer. Et effectivement, il y a des savoir-faire paysans qui sont en train de mourir dans une indifférence générale. Mais c'est la gauche qui les fait crever à force d'avoir voulu lutter contre la paysannerie. Et c'est la gauche qui va continuer à les faire crever à force de lutter contre, d'une manière générale, l'élevage des viandes bovines et ce genre de choses. Et en même temps, une fois qu'ils ont saccagé le pays, une fois qu'ils ont fait en sorte qu'aucune tradition ne soit vivante, à ce moment-là, au milieu des ruines qu'ils ont contribué eux-mêmes à abattre, eh ben, ils se mettent à trier les gravats et à ramasser un morceau de verroterie en nous expliquant à quel point ça a du prix. Je suis stupéfait par la conséquence. Oui, mais le phénomène n'est pas nouveau. Jean Clair, que vous connaissez certainement, écrivain et conservateur français, enfin historien de l'art aussi, observait avec un grand intérêt que le premier musée français avait été ouvert dans notre pays en 1793 au moment de la Terreur. C'est-à-dire qu'il y avait un double mouvement où à la fois on ravageait le pays tout entier, un mouvement d'iconoclasme aussi, où dans les châteaux, les églises, tous les édifices, tout était mis par terre et détruit. Et par ordre de l'État, on a retrouvé, et pardonnez-moi de cette incise, on a retrouvé les textes recommandant qu'on fasse venir des ouvriers à Saint-Pierre et Saint-Paul dans le Marais pour bûcher, autrement dit fracasser à coups de bûche toutes les fleurs de lys de la façade. En fait, l'État organisait la destruction. Voilà, donc l'État organisait la destruction, tout comme le ministère britannique des Affaires rurales organise désormais le ravage et la destruction des campagnes anglaises, et ce n'est donc pas contradictoire de créer un mouvement qui à la fois détruit les choses vivantes, qui existent, les cultures vécues au quotidien, déstructure les sociétés, les manières de vivre, et qui sont les manières de vivre et les mœurs qui sont le vrai réceptacle des civilisations, et en même temps s'émeuvent et veuillent par ailleurs, une fois que cette culture est devenue détruite et morte, lui créer des petits refuges où on pourra aller la contempler comme des vestiges absolument dévitalisés. Voilà. En fait, dans ce processus, l'ancien monde n'a plus sa place qu'au musée, et encore, puisque comme on l'a vu, les musées eux-mêmes sont maintenant, c'est pour ça qu'il y a peut-être une accélération par rapport à 1793, on va encore plus loin, puisque les mauvais sentiments, comme on l'a vu, sont traqués jusque dans les musées. Désormais, l'élan révolutionnaire ne promet pas seulement un avenir radieux, il réécrit très allègrement l'histoire et va jusqu'à effacer dans les musées les traces de la civilisation précédente, probablement parce que le contraste serait extrêmement cruel pour ceci. Il y a à nouveau aussi l'utilisation de la posture morale avec cette élite qui vient nous expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est méchant et gentil, puisque donc le brave paysan qui se balade avec son chien en allant vérifier ses champs se retrouverait en fait un agent de l'exclusion parce que voilà, il met les gens mal à l'aise avec son chien, et donc on a des arguments qui sont de cet ordre moral, presque philosophique, qui vont s'opposer et qui nous obligent presque à nous opposer avec des arguments simples du type bah non, mais en fait j'ai juste envie de me balader avec mon chien, il a pas besoin de laisse. Et c'est assez rude en fait comme opposition.
Vous avez tout à fait raison. Eux sont dans l'abstraction idéologique, et donc l'abstraction, elle est toujours pure, on peut toujours exciper de bonne conscience. Et face à cela, nous sommes sommés, en quelque sorte, de défendre l'existant. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma chronique, c'est-à-dire que les partisans de la tradition sont des gens qui reçoivent avec gratitude quelque chose qui est. Voilà. Tandis que nos adversaires, eux, ont l'orgueil absolument fou de vouloir sans cesse corriger le réel, le forcer à entrer dans les cases que lui-même a établies. Et c'est quelque chose qu'on retrouve absolument dans toutes les institutions contemporaines. Donc, par exemple, pour prendre un exemple connu, Delphine Ernotte, qui donc préside aux politiques de l'audiovisuel français, si je ne me trompe pas, l'audiovisuel public, explique que le rôle de l'audiovisuel public, ce n'est pas de montrer la France telle qu'elle est, mais comme elle devrait être. C'est-à-dire que c'est un usage permanent du conditionnel ou du programme au futur. En revanche, ils ne savent plus manier ni le présent, ni le passé. Voilà. Et en France aussi, on Oui, a je parlais de Delphine Ernotte. Oui, non, mais je voulais parler, par exemple, de l'exposition qui avait lieu au Palais du Luxembourg il y a 1 an ou 2, où l'ensemble des cartels n'étaient pas là pour nous expliquer que cette corne de narval avait été prélevée à tel endroit, ensuite mise sur un piédestal ouvragé par tel orfèvre. Au contraire, était censé nous faire réfléchir sur les dangers de l'extinction des espèces et la douleur morale que nous étions censés ressentir face à cette prédation humaine par rapport aux beautés naturelles. Et l'ensemble de l'exposition était comme ça, une espèce de parcours d'éveil où on n'était pas du tout censé apprécier la qualité des objets qui étaient, la qualité artistique et la qualité artisanale des objets qui nous étaient présentés, mais on était uniquement censé réfléchir sur le fait que vraisemblablement les musées n'étaient que le réceptacle de toutes les horreurs colonialistes, patriarcales et humaines de l'humanité jusqu'au moment où les gens étaient là pour nous éclairer, nous faire considérer autrement ces collections avant vraisemblablement d'y mettre le feu. Oui, tout est devenu une sorte de vaste camp de rééducation en réalité. C'est-à-dire que la société, pour accoucher de cette société idéale, eh bien, on utilise toutes les vieilles méthodes totalitaires, depuis donc la réécriture de l'histoire, cette idée absolument absurde que tout est politique, c'est-à-dire que la haie d'un champ est politique, le chemin creux est politique, le chien de cour de ferme est politique. Et puis aussi jusqu'à des instruments quand même beaucoup plus inquiétants encore, qui sont le déplacement de population, soit forcé, soit par injonction. Et c'est bien ce qui se passe ici, dans la campagne anglaise, comme on l'a vu dans la chronique, mais aussi en France, où la répartition des migrants sur l'ensemble du territoire n'est pas seulement vue comme une politique de gestion des flux, mais comme un moyen de reprogrammer et de modifier l'ADN des campagnes françaises, de les revitaliser en quelque sorte, parce que sinon elles seraient soi-disant épuisées. C'est-à-dire que elles doivent disparaître pour avoir encore le droit d'exister. Elles doivent se transformer dans leur être. Et tout cela prend des mots sympathiques du type inclusion, quoique sympathique, en fait, assez froid, mais ne traduit que des dessins extrêmement totalitaires. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, on avait plutôt tendance à entendre que les campagnes devaient accueillir le fruit de l'immigration parce que justement les villes étaient saturées, on avait ces répartitions forcées de migrants. Et aujourd'hui, comme à chaque fois ça provoquait quand même des petites polémiques, on a l'impression que la stratégie change et qu'en même temps, en parallèle de ce mouvement-là, on va essayer de nous faire comprendre que on en a besoin. Et puis que c'est une vertu qu'on va nous offrir, qui nous manquait. Oui, c'est l'enrichissement. C'est ça. L'enrichissement, non seulement ça va éviter que la classe d'école ferme, mais bon, ça va apporter un petit peu de sang neuf en quelque sorte. Ouais. Il y a beaucoup de films même là-dessus. Sur le tel village, il y a un article qui est sorti aussi la semaine dernière qui faisait parler des habitants
des habitants. Alors, on n'a pas vraiment idée de comment était constitué l'échantillon, mais qui disait on est content parce qu'effectivement, il y a X familles d'Afghans ou de je sais plus qui se sont retrouvés dans le village et puis on a gardé notre école et puis finalement, il y en a un qui est allé travailler dans telle entreprise et donc c'est génial parce que sinon on serait tous morts. Oui, oui, ils sont très à cran sur ce sujet, et j'en veux pour preuve ce que nous avons appelé l'affaire Ghana. Mm. L'affaire Ghana, c'est quoi? Donc, c'est notre ami Jean-Eudes, chroniqueur sur notre antenne, qui fait ses courses dans un village très reculé de l'ouest de la France. Il a la stupéfaction d'observer un groupe d'hommes afghans inactifs, indolents, avachis devant sa supérette de ville de province. Il a le malheur de le signaler et se lui vaut aussitôt une garde à vue. Mm. Et je pense que cette répression complètement démesurée par rapport à une vidéo qui, du reste, était d'un calme absolu, qui ne faisait que relater, démontre que pour les gouvernements européens et occidentaux, qu'ils soient britanniques, français, mais en réalité tous les autres, cette volonté de répartir les populations étrangères jusqu'au fin fond des campagnes est un objectif sur lequel ils ne souhaitent absolument pas transiger. On va terminer sur ces mots. C'est pas très réjouissant, mais bon, comme le Non, disait mais restons plutôt sur cette attitude devant la vie qui doit être la nôtre et qui est de voir à la fois la campagne, mais en réalité notre environnement de vie comme notre véritable demeure. Et ce mot a beaucoup de sens puisque demeure, c'est aussi ce qui demeure, voilà, et qui doit nous émerveiller donc. Merci Xavier Van Lierde pour cette conclusion. Merci à vous aussi Richard Dessès d'avoir été avec moi pour cet entretien et on poursuit chers auditeurs.